Bonjour. Merci de m'avoir proposé d'être là aujourd'hui. Je suis désolée, je vais regarder mes notes en même temps que je vous regarde. Oui. Alors, ok. Donc, je compte sur toi pour m'aider à tenir le temps, parce que ceux qui me connaissent savent Non, que le temps paye. Ah, c'est toi, oui, très bien. Et donc, à toi, je dis que ça marche pas? Si, tu peux faire ça marche, oui. Donc, je fais juste ça pour avancer, c'est ça. Oui, c'est bon. T'as le visuel couleur. Dis-moi non. Visuel. Bon, en tout cas, bienvenue. Donc, ma présentation, c'est mettre la table. Bon, on a déjà mangé, mais je vais mettre la table pour le café pendant que vous digérez. Je vais essayer de ne pas vous endormir. L'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de présenter un peu, parce que c'est préliminaire, la transition sur les 5 dernières années de l'économie circulaire dans la province du Québec. C'est l'objectif de la session, c'est vraiment de vous partager certaines conclusions préliminaires, puisque le rapport n'est pas encore final. Et puis également de faire un lien avec l'économie sociale et solidaire, puisque c'est un aspect que l'on souhaite regarder particulièrement dans ce rapport, au vu de, je dirais, l'évolution de ce secteur actuellement dans la province. Je tourne vers toi, vers là. Ça marche? Ok. Donc là, ce qui est important à mentionner ici, c'est que mon premier disclaimer, c'est que ce rapport devait sortir normalement ce printemps. La raison pour laquelle il ne sort pas ce printemps, c'est parce qu'il s'est passé plein de choses. L'ACFAS, c'est pile entre le sommet canadien de l'économie circulaire qui s'est passé il y a 3 semaines et les assises québécoises de l'économie circulaire et le sommet de l'économie sociale qui a lieu la semaine prochaine. Toutes les organisations québécoises ont attendu avec impatience ces moments clés forts-là pour sortir évidemment leur plan d'action, leur guide, leur rapport. Donc sortir un rapport sur la transition québécoise vers la circularité alors que tout sort après nous semblait très très asynchrone. Donc ce rapport va sortir à la fin à la fin de l'été, début de l'automne, plus en septembre. Euh, et nous avons encore en ce moment, donc dans le processus, évidemment, nous faisons des entrevues avec les décideurs du Québec. C'est pas simplement Emmanuel Rofflet et moi-même qui décidons de faire un portrait de ce qui se passe dans la province. Et il reste encore un certain nombre d'entrevues à faire et à compiler pour pouvoir poursuivre ce travail-là. L'objectif de ce rapport, qui se fait, comme vous pouvez le voir, ben, c'est peut-être un peu petit ici, mais en partenariat avec les mêmes, parce qu'en fait, c'est une récidive. On a fait entre 2014 et 2020 un premier rapport qui couvrait les 5 premières années de cette transition au Québec. Et nous étions déjà en partenariat avec Québec Circulaire, avec HEC Montréal, et puis avec le SPI, le Smart Prosperity Institute, et qui ne s'appelait pas encore le CELC, mais le Canadian Circular Economy Leadership. Nouveauté, nous sommes également donc avec le RSEQ qui n'était pas né à l'époque. Donc voilà. L'objectif de ce rapport, c'est donc d'essayer de couvrir une décennie. On a déjà les 5 premières années. Là, on essaye de voir ce qui se passe dans les 5 années dernières, suite à finalement la coupure qui s'est trouvée très opportune, même si ce n'était pas du tout très apprécié, de Covid. Donc on a un pré-Covid au final et un post-Covid pour la transition vers la circularité au Québec. Et l'objectif de ce rapport, c'est le Québec est reconnu comme étant un leader au Canada en économie circulaire. Il ne peut pas avancer tout seul en circularité, il faut qu'il avance avec le reste des provinces et le reste du Canada. Mais pourquoi sommes-nous les leaders? C'est parce qu'on a avancé, on a fait des choses, on a mis de la recherche, on a mis des projets en avant. Il faut donc essayer de partager le plus possible cette vitrine-là avec nos collègues des autres provinces et territoires pour faire essayer d'avancer beaucoup plus rapidement le reste du pays. Donc c'est vraiment une optique de présenter les initiatives pertinentes, les interactions entre les parties prenantes pour pouvoir apporter un certain nombre de réponses éventuellement dans les autres provinces pour qu'elles puissent elles-mêmes mettre en œuvre de manière plus accélérée la circularité. Next. Donc, ok. Focus sur la recherche au Québec. Alors, la recherche en circularité au Québec, pour ceux qui étaient au colloque du CIROD mardi, vous allez avoir déjà entendu une partie de ce que je présente là, puisque ça fait l'objet d'un chapitre dans l'ouvrage collectif qui vient de sortir du CIROD, le rôle de la recherche en tant que telle dans la transition. Pourquoi on en parle? C'est pas compliqué, c'est parce que le berceau de la circularité au Québec, c'est le monde universitaire. C'est sur le campus de l'Université de Montréal, HEC Polytechnique, et c'est une initiative qui a été faite par l'Institut EDEC qui était formé à ce moment-là. Donc,
tout est parti de campus universitaires. Et l'une des choses qui a permis, je dirais, l'accélération ou la prise en compte assez rapide de la circularité au Québec, c'est d'abord une certaine neutralité perçue de l'univers de la recherche. Donc ça a vraiment permis ça. Les autres points clés, c'est l'interdisciplinarité. Ceux qui étaient hier présents aux ateliers, corrige-moi si je me trompe, Laura, quand on parle des 13 TPS du RRECQ, on parlait hier de 41 disciplines qui étaient représentées. 46. 46, autant pour moi. Donc, en termes d'interdisciplinarité, on a là vraiment quelque chose qui nous prouve qu'on s'en va dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, ça c'était déjà à la base en 2014. Ce qui est nouveau, c'est l'interconnectivité. Parce qu'il y a des réseaux qui maintenant travaillent ensemble et non pas en silo. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient en silo. Là, c'est cette interconnectivité entre les instituts de recherche, entre les chaires, tous les organismes universitaires, mais pas juste universitaires, également au niveau cégep. Il y a énormément de liens qui se forment. Le RRECQ est évidemment une figure de proue dans le sens de cette interconnectivité, puisqu'on va y revenir dans un instant avec plus de détails. Mais il y a beaucoup de nouvelles infrastructures de recherche qui se sont établies, énormément de liens qui se font entre ces infrastructures de recherche. Euh, et cette recherche a eu également des impacts, on le verra tout à l'heure, sur le cadre, on va dire, réglementaire et le cadre gouvernemental de la mise en œuvre de la circularité. L'approche est élargie également dans le RRECQ, pour ne parler que d'eux, puisque finalement nous sommes dans votre congrès, fait des liens notamment par exemple avec le CSBQ pour la biodiversité avec McGill. Il y a également des liens qui se font avec les changements climatiques, avec l'Institut adapté par exemple. Donc on considère la circularité également à l'aune de ces autres problématiques ou ces autres thématiques de recherche. Et puis ce qui est absolument évident dans les dernières années et qui a bondi de manière, je dirais, assez exceptionnelle, c'est tout ce qui est co-construction. Ce qui a aidé à l'intérieur de ça, c'est évidemment la création au niveau de la recherche de l'écosystème de laboratoire en économie circulaire, notamment, qui permet, et on le verra dans un instant, à mettre en œuvre des projets vraiment une optique de recherche-action et le RRSEQ a également participé à ça. Ce qui est important, c'est aussi le bottom-up. C'était extrêmement présent dès les débuts, dès 2015, parce qu'ils viennent de se fêter leurs 10 ans, le pôle en économie circulaire du Québec, qui réunit une 18-20 représentants de toutes les institutions de la société civile, donc des dirigeants de ça, des institutions de la société civile et du gouvernement au Québec, a eu un rôle absolument important pour la mise en œuvre de la circularité. C'était vrai avant, ça l'est davantage encore maintenant. Je vais... Non, next, s'il te plaît. Excuse-moi, j'essaye, mais ça marche pas. Ça marche pas avec toi. Oui. Et donc, une des phrases que nous avons notamment, c'est que c'est de plus en plus, le Québec, la province se démarque comme un laboratoire qui est ouvert pour la co-création. C'est vraiment de plus en plus, il y a même des petits qui sont faits, je dirais, des micro-labs, on a vu dans le domaine de la santé. Des nouveaux modèles d'affaires, c'est également l'un des résultats de recherche actuellement. Et puis des initiatives qui sont multipartenaires, qui sont terrain et recherche, et pas juste dans le monde de la recherche, mais aussi terrain et terrain, des partenariats qui sont nouveaux, je dirais. Il y a un appétit pour ces partenariats, si tu veux. Alors là, ce n'est pas scientifique, je vous le dis. J'ai pris mon PowerPoint et j'ai essayé de faire une cartographie. D'accord? Donc, je fais un disclaimer, si tu veux bien. Donc, cette cartographie-là est très, très élémentaire, simple, voire même peut-être simpliste, sur quel est le rôle d'un certain nombre d'acteurs dans la recherche. Elle n'est pas finie, Cathy. Il y a toi, Ouais, il y a d'autres un choses. panier de photos. Un petit panier de photos, elle n'est pas finale. J'ai bien aimé le centre. J'ai pas le choix des couleurs. Bien. Non, mais ce que j'essayais de montrer à travers ça, c'est que tout ce qui est en orange ici, c'est tout ce qui est basé à l'ETS. C'est tout ce qui est basé à l'ETS avec une spécialisation, vous verrez aussi la légère transparence de certaines couleurs, une spécialisation plus forte en économie circulaire pour le RRECQ, le CERIEC et l'ELEC, et un petit peu plus faible, mais néanmoins très en lien avec l'Institut adapté changement climatique et avec le CIROD, développement durable et économie circulaire. Donc il y a vraiment ça, et également des partenariats avec d'autres institutions, donc Chemin de transition, HEC Montréal, l'Institut EDS, l'Université Laval, Polytechnique. Évidemment, le CIREG est un acteur important d'outils en termes de circularité. On a, excuse-moi, toi, je continue, mais également au niveau non universitaire, les CTT, les centres de transfert,
avec à l'intérieur de ceci le CTTI qui a un rôle qui est très prégnant depuis le début, notamment sur tout ce qui est écologie industrielle et les symbioses. Si tu veux bien continuer, je n'oublie pas les autres universités qui sont également très présentes dans des capacités différentes. Mais tout ça qui est toujours en lien avec le réseau canadien et tout ça qui est en lien également avec un réseau qui est international que je n'irai pas nommer tout le monde. Donc c'est une représentation simple, voire simpliste, mais il n'empêche que c'est un écosystème qui est très, comme vous le verrez, en lien, très très interconnecté et très multidisciplinaire. Et c'est ça qu'on essaye de montrer à travers ça. Euh, à travers les travaux, un autre point qui apparaît, c'est que on s'en va justement de plus en plus vers le terrain. Donc, lorsque je parle de ça, je parle notamment du laboratoire de construction et le laboratoire d'économie circulaire en construction, le LabCo, c'est le premier laboratoire de l'écosystème de l'ELEC et sur 3 ans, au final, il a rejoint à travers les 19 projets qui ont vu le jour. Sur 3 ans, ils ont rejoint plus de 300 personnes qui sont issues de à peu près 125 organisations. Donc, on est vraiment sur un partenariat sur le long terme et des projets avec une recherche de réplicabilité sur le terrain dans ce domaine-là pour faire avancer. Et ils n'ont pas fini, ils en sont à la création du Lab 2.0. Donc, on continue dans cette mouvance-là. Également, au niveau du RRECQ, ce lien que l'on voit encore beaucoup entre recherche et action terrain se cristallise dans l'effort, je dirais, de la feuille de route du RRECQ pour une vision de la province vers 2050 en circularité. Et c'est un effort qui va être mis, donc qui déjà a fait appel à énormément d'intelligence collective pour une co-création parce que on parle d'ici de 67 jalons, mais on parle également de 50 personnes d'horizons variés qui ont été intégrées à travers ça, et une cinquantaine d'experts qui ont travaillé dessus. Donc, on retrouve là l'aspect collaboratif, l'aspect systémique qui sont propres et qui sont chers à la mise en œuvre de la circularité. Si tu veux bien aller plus loin, et si on appuie encore sur les bases qui ont été mises en œuvre dès 2014 et qui font ce lien-là entre le bottom-up et la recherche et la société civile, on voit que le pôle en économie circulaire s'est positionné récemment à l'occasion du sommet canadien pour soutenir les efforts de la feuille de route et éventuellement se positionner pour mettre de l'avant un certain nombre de ces jalons et d'actions en lien avec ces jalons. Euh, Là, c'est vraiment très... Vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux t'arrêter encore un. Voilà. Là, ce que je souhaite montrer, c'est que la recherche a également eu un impact dans les dernières années, particulièrement sur tout ce qui est politique, sur ce qui est action et cadre politique. Alors, loin, loin s'en faut, tout n'est pas là. Mais c'est vraiment pas. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a un certain nombre de mémoires. Évidemment, j'ai mis le Sériec de l'avant puisque c'est l'un des acteurs assez incontournables de la circularité dans la province. Il y a un certain nombre de mémoires qui ont été déposées, qui ont eu une influence sur la stratégie de développement durable, qui elle-même est à l'origine de la feuille de route en économie circulaire, dont découle le plan de mise en œuvre qui est sorti il y a 2 semaines, 3 semaines. Donc, il y a un lien à l'origine qui permet d'avoir la science qui est intégrée, je dirais, dans finalement un cadre gouvernemental, puisque cette feuille de route s'adresse simplement, ou pas simplement, mais s'adresse au cadre, au ministère seulement et aux institutions gouvernementales. Mais il y a également Voie Équiterre, qui une organisation de la société civile, en collaboration avec également, par exemple, le SGUCAM et d'autres universités, qui ont déposé des mémoires pour influencer la REP, donc la loi sur la responsabilité élargie du producteur. Donc, il y a vraiment un certain nombre de choses qui découlent de la recherche et qui ont permis d'impacter le cadre. Donc, on fait rejoindre le bottom-up et le top-down. Euh, next. Un logage commun, ça c'était la base. C'était la base il y a 10 ans, c'est encore valable maintenant. C'est encore valable maintenant avec un risque éventuellement de greenwashing qui se développe ou de circular washing qui peut se développer, à savoir quelle est véritablement la définition de la circularité. Et certaines organisations, certains groupes peuvent mettre de l'avant des stratégies, ce qui pourrait venir déformer la conception de ce qu'est la circularité en tant que telle, d'une part. Et puis, énormément de recherches qui est sortie ces dernières années. Donc, on ne peut pas imaginer que ce schéma, qui date, c'est la première itération 2016, n'évolue pas au vu des nouvelles recherches. Donc, ça, c'est un projet à venir aussi.
Mais ce que ça a amené, c'est de faire un vocabulaire commun dans, et je me trompe toujours de comment ça s'appelle, c'est l'Office québécois de la langue française, c'est ça. L'Office québécois de la langue française qui a donc fait, en collaboration encore là avec le milieu de la recherche, mais pas seulement, un vocabulaire précis, un vocabulaire commun, un lexique spécifique en lien avec l'économie circulaire. Il me reste 5 minutes, je me dépêche. Merci. Une vitrine vivante. Ce qui est important, c'est, je peux vous parler de toutes les théories et tous les concepts du monde. Si vous voyez pas à quoi ça sert et qu'est-ce que ça manque en hiver, ça sert pas à grand-chose pour faire avancer les choses dans votre entreprise. Donc, l'objectif ici, c'est de présenter ce que ça fait, comment ça change et qui sont les acteurs de ce changement. Québec circulaire, c'est une plateforme qui permet, excusez-moi, de faire ça, notamment avec les prix. L'économie circulaire, c'est quelque chose qui permet de mettre de l'avant vraiment les initiatives, également des portraits d'acteurs, donc des vidéos, vraiment des études de cas qui permettent de mettre des mots et des images sur des actions en place. Il y a des petits qui ont été faits avec Montréal Circulaire, par exemple, donc plus spécifiques. Euh, Merci, c'est adorable. Il y a, d'un point de vue communication, mais réseautage aussi, partage d'expérience, les assises québécoises. Il y a des guides, énormément de guides, donc le recueil de synergie également vient présenter d'autres exemples. Et puis, on sort également du cadre. En fait, ce que le Covid nous a permis, dans une certaine mesure, d'un point de vue positif, c'est de sortir d'un cadre habituel de communication pour aller vers des nouveaux moyens. Énormément de Zoom, beaucoup plus de diffusion d'informations, et puis trouver et toucher des publics très différents de ceux qui étaient touchés auparavant par ce qui pouvait être la circularité. Et donc, on a énormément de webinaires, on a également, j'allais dire, varié les moyens de communication et en passant par l'art, et c'est de plus en plus une chose qui est au goût du jour, de faire passer par l'art tous les concepts de la transition socio-écologique, c'est également l'un des efforts que l'on voit émerger. Une autre cartographie qui est primaire, euh, mais on voit aussi en termes de messages clés qu'il y a une mise en œuvre territoriale qui se renforce, qui s'organise. Donc, il y a le guide des feuilles de route régional sur l'économie circulaire qui a été fait notamment en collaboration par Recy Québec et le CTTI en 2022. Ça a fait des petits. Il y a de plus en plus d'efforts au niveau régionaux, soit des feuilles de route, soit simplement impliqués comme dans certaines villes que je mentionne ici, Prévost par exemple, c'est dans la législation. Donc il y a différents efforts qui ont été mis en œuvre. L'offre de formation enrichie, c'est pas nouveau. L'école d'été, elle existe depuis 2017. Donc, l'école d'été en économie circulaire, c'est ça. On en est à un certain nombre d'éditions, c'est pas nouveau. Le MOOC, c'est pareil. La première itération, c'était 2019. Mais là, il a été remis à jour et on est à plus de 7000, j'ai pas les chiffres à jour, mais plus de 7000 personnes qui ont suivi ce MOOC. Mais on a également une diversification. Et la prise en main, je dirais, de la formation dans des domaines plus spécifiques, des secteurs plus spécifiques. Donc là, on a Vertex City, par exemple, qui a eu lieu à la ville. On a des formations plus qui ont été organisées avec le CSMO pardon, le comité sectoriel de main-d'œuvre en environnement, environ compétences. Et on a aussi, et ça c'est là où on voit vraiment le lien de manière assez prégnante entre la recherche et le terrain, c'est la tournée qui a été faite avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, des 17 régions du Québec, en lien avec le CERIEC, le CPTU et puis donc un certain nombre de partenaires économiques locaux. J'en viens à mes intersections. Il me reste 2 slides là-dessus. Je vais dépasser un peu, ça, vous y attendez. Euh, alors, les intersections. Les points communs, je dirais, parmi les points communs, encore là, ce n'est pas exhaustif, entre l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire, c'est l'ancrage territorial. La production, les accès à une participation qui est locale, qui est ancrée sur un territoire. Donc ça, c'est quelque chose qui vient aussi et qui découle également des limitations en économie circulaire. Envoyer votre déchet à 5000 km n'a pas de sens si vous voulez traiter vos déchets. Donc il y a une espèce d'ancrage local qui est commun euh, des modèles d'affaires qui sont finalement adaptés parce qu'il y a des processus qui sont collaboratifs, qui sont permanents. C'est clair que tout ce qui est collaboratif est à la base même de l'économie sociale et solidaire. C'est l'une de leurs valeurs clés. Des visions d'un modèle alternatif économique de nos sociétés. Donc oui, c'est vers là que l'on tend également. On a vu avec Covid que les entreprises de l'ESS, mais également celles qui participaient déjà au Symbiose, donc avec ce mode collaboratif, ont été beaucoup plus résilientes dans le temps de Covid.
Et donc, ça fait partie de ces valeurs-là. Les stratégies qui sont mises en œuvre, je ne vous les lirai pas toutes, vous pouvez les voir, mais on est beaucoup dans ce qui est réemploi, réparation, reconditionnement. Énormément de mutualisation entre acteurs de l'ESS. Et donc, beaucoup d'agilité et d'innovation. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que par nature, les organisations de l'ESS sont agiles et elles ont un pouvoir d'innovation qui est considérable. Elles peuvent explorer des secteurs qui peuvent paraître anodins, qui peuvent ne pas avoir de débouchés économiques et qui n'intéresseraient pas a priori l'entreprise privée. Donc ça, si c'est moins prometteur sur le plan économique, ça ne va pas être nécessairement un frein à une entreprise en économie sociale et solidaire. Oui, j'ai bientôt fini. Donc, ces entreprises-là sont des défricheurs de nouveaux secteurs. Et ça leur permet de créer des nouvelles filières, de co-créer des manières de faire. Et puis, par exemple, dans le cadre du programme, alors là, je vais vous le lire, PSES-GMR, qui est un programme sur 3 ans qui a été piloté par le ministère de l'Économie, le MEIE, et avec le chantier de l'économie sociale. Il y a beaucoup de projets qui ont été mis en place, notamment sur les GMR, donc la gestion des matières résiduelles, qui fonctionne très bien. Et en ce moment, c'est un débroussaillage parce qu'il y a une volonté de ce secteur-là de contribuer davantage à l'économie circulaire. Je vais vous faire juste un exemple. Recyclocentre, dans la filière textile. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, je vous invite à visiter la page actualité de Québec Circulaire, puisqu'il y a une vidéo de témoignage qui a été publiée en début de semaine. C'est une entreprise qui est à Sorel-Pracy, donc régionale, qui, à l'origine, il y a 50 ans, c'était l'atelier du chômeur. Et puis maintenant, c'est une organisation qui a une gouvernance très intéressante avec un CA qui recouvre les 3 organisations qui sont le Carrefour Jeunesse Emploi pour les 15-35 ans, qui est un atelier de travail adapté qui fait 10 000 pieds carrés et qui est passé, si je ne m'abuse, d'une capacité, en tout cas, qui a doublé ou triplé sa capacité, c'est ça, de 14 tonnes de travail au début à 100 tonnes actuellement. Ils ont également la recyclerie qui est Recyclocentre, qui a également 10 000 pieds carrés, qui vient d'ouvrir une boutique d'un autre 10 000 pieds carrés. Donc, on est vraiment sur un modèle d'économie sociale et solidaire en croissance qui fait des liens maintenant de plus en plus avec la recherche, parce qu'avec le CTTI, ils ont fait une cartographie. Et avec le projet que je viens de mentionner, ils sont en train de lancer des projets pilotes sur le textile, le recyclage, la réutilisation, le réemploi du textile de deuxième main, notamment, et ne rigolez pas, avec la courte pointe parce que c'est un marché de 4 milliards de dollars par an en Amérique du Nord. Mine de rien. Donc, quand on parle de petites organisations, en fait, ils viennent prouver que, puis c'est une terminologie que j'ai beaucoup entendue, on passe de « Ah, c'est vert, c'est cute et c'est mignon » à « Ah, non, non, il y a du potentiel, c'est profitable, puis ça a une raison d'être importante. » Donc, ils s'organisent avec, on va passer comme boomerang, ils s'organisent avec le nouveau réseau qui a eu son AGA il y a 2 semaines vient d'être créé, qui a pour objectif de placer au cœur l'ESS de l'économie circulaire. Donc, de collaborer ensemble et de faire de leur représentation. Et là, je suis désolée, oui, je dépasse. C'est ça, j'assure. Pas de question. J'assure. Next. Voilà. Des limitations, parce qu'évidemment, il y en a des limitations. Hein, Pas toi, ça a l'air. Ah, ok. C'est un système qui repose sur la production des déchets, donc on n'a pas changé la logique du système. On est encore toujours sur, puis je vous dirais une certaine logique, ça fait 10 ans, hein, faut se placer un peu là. Il n'y a pas un questionnement profond de la consommation. Il y a un effort de cohésion qui doit encore être fait entre les acteurs sur les messages qui sont mis de l'avant, les stratégies qui sont mises de l'avant, les actions et le financement. Et un financement qui est en croissance, mais très clairement encore relativement très faible vis-à-vis du financement dans des économies circulaires et des défis. On parle des PME, puis là, c'est une note éditoriale. Les PME, c'est 96%, corrigez-moi si je me trompe, du tissu économique au Québec. 53% d'entre elles sont des entreprises qui ont moins de 5 employés. Euh, il serait intéressant, pertinent, essentiel de s'attaquer beaucoup plus à ce marché-là pour véritablement mettre en œuvre la circularité dans le tissu économique réel du Québec. Des liens à renforcer et puis voilà, un contexte politique plus que mouvant, et ça c'est valable pour tout le monde, mais qui actuellement impacte les investissements également économiques au Québec.
Et donc, il va être vu comme à la fois positif et négatif. Et voici ma cloche finale. Ah oui, je dois rester pour les questions. Ben oui, ben on a du temps pour des questions. Petite parenthèse, parce que j'ai- j'ai pensé à tort que tu allais te présenter, mais je vais te présenter en bonne et due forme, là, ce qui était mon travail après. Donc, Stéphanie Chagou, elle est conseillère senior et formatrice en économie circulaire. Et elle butine autour de l'EDEC et du réseau depuis plus de 100 au moins. À peu près. Je vous laisse poser vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, juste un point, quand tu disais tantôt que le système produit encore des déchets, en fait, c'est parce que l'économie séculaire en soi, normalement, théoriquement, n'en produirait pas. Sauf que là, on est dans une espèce de phase transitoire, on est encore beaucoup dans le linéaire avec des projets qui sont quand même relativement nichés en circulaire. Fait que le modèle un peu hybride, mais à redondance linéaire. Ben, je suis d'accord en disant que ça produit encore des déchets, mais si on transitait en fait, soudaine et aussi de façon très forte vers la circularité, en principe, on devrait plus avoir des déchets, mais plutôt des matières résiduelles qu'on peut remettre en circulation dans l'économie. C'est plus un résultat de tous les autres enjeux. Oui, c'est ça exactement. Tu sais, c'est pas. Bon, c'est pluridimensionnel, mais c'est pluritemporel. La manière dont moi je le dis en formation, c'est que en ce moment, on met beaucoup d'investissements dans des solutions qui sont en lien à réparer le bobo, si je peux me permettre. On n'a pas le choix de faire ça. Mais en parallèle, il faut également mettre des investissements pour changer la société. Et en parallèle, c'est ça qui est sorti également du colloque du CIROD, c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'on a trois temporalités, c'est penser à quel avenir on veut. Donc faire de la prospective également. Et donc c'est là où c'est difficile pour les acteurs de se positionner, de savoir où on met les investissements, dans quoi j'agis ici maintenant. Mais il est clair qu'au vu de l'investissement qui est mis en linéarité comparé à l'investissement qui est mis en circularité, cette transition-là de je répare le bobo à je change de système risque de prendre un petit peu plus de temps. Très bonne réponse. Et oui. Peut-être une question, réflexion, là. On voit souvent les mêmes acteurs engagés en économie circulaire. Donc, tu sais, l'économie circulaire, c'est comme ultra large, tu sais, c'est 12 stratégies. Là. On s'entend que ça s'intègre à toutes les sphères de l'économie, puis toute organisation peut en faire un peu. Est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas justement un truc peut-être élitiste ou tu sais, un genre de cercle fermé qu'on voit se consolider potentiellement au travers des années, tu sais, qui peut donner l'impression que justement, tu sais, c'est complexe, c'est fermé, ça appartient à ça, tu peux rejoindre un réseau et rejoindre l'économie circulaire, mais tu sais, ça peut venir créer peut-être une polarisation. C'est une réflexion. Non, mais c'est une excellente réflexion, puis c'est tout à fait juste et justifié comme réflexion. Ce que j'entends, et ça irait dans ton sens, c'est que certains des acteurs que j'ai eu en entrevue parlent de chambre d'écho. C'est bien gentil, mais vous vous parlez entre vous. Et ça, c'est pas nouveau. C'était pareil aussi pour le développement durable. On parle à des personnes qui sont déjà... Et donc, l'énorme difficulté, c'est de sortir de ce cercle-là et d'aller parler à d'autres. Et dans justement le sommet en économie circulaire, et c'est une réflexion tout à fait personnelle que je fais ici, qui n'engage que moi, je suis allée dans un atelier sur les PME et j'en suis sortie plus que démobilisée parce que j'ai l'impression qu'on faisait une activité d'il y a 25 ans qui ne faisait absolument pas avancer les choses et que par ailleurs, comment je dirais ça? La structuration financière de cet événement ne permettait pas aux PME, en fonction du tissu de PME que je vous mentionne, de venir à l'événement et donc de participer, de prendre leur propre place et de pouvoir partager. Le nombre de PME qui étaient sur place n'était clairement pas suffisant pour pouvoir avoir des échanges qui soient fructueux sur c'est quoi dans la vraie vie sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire. Par contre, dans les échanges que j'ai entendus, outre la chambre d'écho, c'est une prise de conscience, mais je pense que c'est normal, hein, faut prendre un petit vol en drone, hein, excusez pour l'impact GES, il faut prendre un petit vol en drone et se dire, on est juste sur 10 ans là.
c'est énorme. On ne change pas une société en 10 ans. En gestion du changement, là, on peut pas, le retour de balancier va être trop fort, on va avoir beaucoup de refus, beaucoup de résistance, quoi que ce soit. Donc, sur 10 ans, il y a énormément de choses qui ont évolué. Mais là, ce qui ressort, c'est effectivement, puis j'aime pas la terminologie, mais j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, certains laissés pour compte, pour l'instant, ne vont pas se sentir concernés parce qu'on n'a pas su leur parler et les accrocher. Et ce que j'entends, c'est que certains nombres de décideurs en sont conscients et qu'ils sont en train de se développer beaucoup plus dans non seulement la formation, pas l'information, la formation, ce qui veut dire donner des compétences, et l'accompagnement. Parce que le besoin des PME, c'est de l'accompagnement. C'est bien beau de dire, il y a des formations qui existent, mais quand je n'ai pas le temps, quand je n'ai pas le staff, quand je n'ai pas les ressources, je ne peux pas le mettre en œuvre. Donc, et ce qui ressort de plusieurs colloques auxquels j'ai assisté depuis 2 jours, c'est ce rôle d'intermédiaire, de courtier, de connaissance, d'intermédiation, de se dire éventuellement de la mutualisation de ressources au niveau des PME pour se dire, OK, on va faire de l'accompagnement à définir encore, mais qui va permettre de vraiment faire changer les choses. Parce que imaginez ça comme une pyramide. À la base, on a ce qu'on appelle les cols bleus, n'est-ce pas? Mais si les cols bleus, ils sont pas formés et qu'ils changent pas leur manière de faire, on a beau nous penser, col blanc, qu'il faut faire les choses différemment, ça changera jamais. Un peu dans ce sens, c'est très intéressant ici aussi pour la présentation. On voit justement émerger beaucoup les parcours de cohortes d'accompagnement de PME pour l'économie circulaire, mais du coup, c'est des PME privées. Je me demandais s'il y a des cohortes aussi qui s'organisent comme ça pour les OBNL, puis l'économie sociale. Peut-être ça existe, je me posais la question, parce qu'aussi, il y a aussi un phénomène hein, où il y a beaucoup de consultants, d'experts en économie circulaire. Ben, ça, c'est mon observation les dernières années. Là, ça pousse là, sur LinkedIn, là, on les voit souvent. Et c'est des experts en économie circulaire. Donc, puis, puis, fait que je me demandais aussi, fait que des fois, les OBNL sont un peu à la merci de gens comme ça qui s'improvisent comme étant experts et qui partent en consultation et tout. Fait que je me demandais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient à ce niveau-là? J'ai des solutions. Si Emmanuel, il va répondre. Par rapport aux formations des PNL, le TIES, Ouais. pas innovant à faire. Il y a beaucoup autour de matériel, d'organisation, très compliqué. Je pense que c'est le matériel là. Et C'est un modèle de financement différent. et puis après, le chantier des commissions de l'accompagnement, c'est plutôt de l'organisation du projet. Ah, je finance des projets. Ils obtiennent des financements pour des projets d'enjeux. Il n'y a pas cette même formule d'accompagnement comme pour les PME, tu sais, ils ont des formations pour mettre tout le monde sur le même. Ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent. Non, en fait, Je vous invite à...